n'ont pas encore identifié. C'est des conférences tout au long de l'année et puis des ateliers pour les parents aussi le samedi matin, avec 2 sessions d'ateliers cette année. Et puis des ateliers, on dirait plus débutants pour commencer à comprendre le fonctionnement de nos enfants, le fonctionnement du cerveau, etc. Et puis des choses qui vont un peu plus loin après. C'est des séries de 4 ateliers. Et puis il y a eu des formations aussi pour les professeurs à différents niveaux des professeurs. Voilà. Et donc on est très heureux de continuer. Pour ceux que ça intéresse, on est toujours à la recherche de gens motivés pour gérer ces conférences, définir le programme et travailler avec nous. Il y a un petit groupe de parents bénévoles qui m'aident maintenant depuis 2 ans. Et puis, on est très content de travailler avec Nadège Larcher qui nous accompagne pas seulement pour faire des conférences, être speaker dans ces conférences, mais aussi pour mettre en place un programme sur le long terme parce que on est convaincu que être bien dans ses baskets, le bien-être, c'est aussi la clé de la réussite et c'est ça qui aide nos enfants à réussir. Et puis c'est quelque chose qui est intéressant et qui est valorisant pour l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire les élèves, les professeurs, mais aussi les parents. Et c'est toute une communauté qui progresse dans des capacités d'éducation, dans des capacités de bienveillance, etc. Voilà, et c'est des éléments clés pour la réussite future. Donc je vais laisser Nadège prendre la parole. Et puis, vous verrez que vous recevrez dans les jours qui viennent après un lien vers des données, des vidéos, un peu de bibliographie, etc., qui vous permettra d'aller plus loin. Voilà, Nadège, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup Dominique. Merci d'être présent ce soir pour ce webinaire. Je vais dès à présent partager avec vous mon support, mais juste pour vous dire que je vais m'arrêter 2 fois au cours de ma présentation, puis qu'il nous restera aussi un petit peu de temps à la fin de celle-ci. L'objectif est de pouvoir répondre à vos questions au fur et à mesure. N'hésitez pas à utiliser le chat de toute façon pour pouvoir poser vos questions directement. Si vous le souhaitez, j'y répondrai au moment de mes différentes pauses. Alors, je vais dès à présent commencer le support de cette conférence, étant donné que ce soir, nous allons parler d'un sujet extrêmement important et nous allons voir qui peut honnêtement nous concerner tous, puisque je vais vous parler ce soir d'épuisement parental ou de burn-out parental. Je vais vraiment utiliser les deux termes de façon mixte, mais les deux parlent de la même chose. Alors, juste pour me présenter très rapidement, je suis psychologue spécialisée dans le développement de l'enfant et de l'adolescent. Je suis formatrice dans une structure qui s'appelle APECOM, Apprendre à communiquer, et j'enseigne à l'université de Tours. Et je suis surtout maman de 3 enfants, alors qui ne ressemblent plus du tout à ça aujourd'hui parce qu'ils ont cette année 22, 20 et 17 ans. Donc mes bébés sont très très loin. J'ai plutôt des ados à la maison, mais vous me voyez là en guerrière. Je n'ai pas oublié le moment où je devais me battre avec les Playmobil dans mon salon. Maintenant, je me bats avec d'autres choses. Donc, c'est aussi mon expérience de maman, de parent, qui va me servir ce soir pour échanger sur les difficultés et les stress d'être parent. Alors, ce soir, le plan rapide de ce webinaire va être le suivant. Je vais d'abord vous parler de parentalité très rapidement, mais je pense que c'est important de pouvoir avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe et vous donner la définition de ce qu'on appelle l'épuisement parental et des critères qui permettent de parler d'épuisement parental. Donc, ce sera ma première partie. Dans ma deuxième partie, je vous exposerai ce qu'on appelle le burn-in et le burn-out, c'est-à-dire comment on glisse
tout doucement, malheureusement parfois vers l'épuisement parental. Et j'essaierai de partager d'ores et déjà avec vous à ce moment-là des pistes pour peut-être l'éviter ou en tout cas le stopper ou essayer d'en sortir quand malheureusement on est déjà bien impacté par cet épuisement. Et puis dans ma troisième partie, en fonction du temps et de nos échanges, eh bien, j'irai voir d'autres pistes encore. L'objectif étant de vous permettre bien, soit de l'éviter, soit d'entendre et de comprendre qu'il y a des solutions aujourd'hui face à l'épuisement parental. Alors, premier élément, la parentalité. Pourquoi je souhaite vous parler rapidement de la parentalité? C'est parce que le terme de parentalité, en tout cas en français, est un terme récent. C'est un terme qui est apparu dans le dictionnaire Larousse uniquement en 1982. Donc, vous voyez, c'est un terme qui a 41 ans. Et auparavant, on ne parlait pas de parentalité, on parlait uniquement de parenté, de lignage. Donc, on avait une vision, j'ai envie de dire, uniquement organique et physique et patrimoniale, génétique de la parenté. La parenté, c'était le lignage, c'était le fait d'être père et mère d'eux ou fils et filles d'eux. Et puis arrivent les années 80 et vous allez comprendre pourquoi eh bien, c'est à cette période-là qu'on va commencer à parler de parentalité. Et là, à partir du moment où on parle de parentalité, on vient introduire la notion d'un processus, d'une construction, la notion de quelque chose qui va être plus que génétique ou économique, qui va devenir psychologique, sociologique et qui va devenir aussi la question d'un ressenti. Donc, la parentalité va vraiment se transformer et c'est pour ça que comparer ce que c'était, ce que cela représentait d'être parent il y a encore un siècle et ce que ça veut dire aujourd'hui, eh bien, comparer ces deux éléments, c'est oublier que la parentalité a énormément évolué au cours, on va dire, du dernier siècle, que l'on a eu pendant très longtemps des modèles très figés, très organisés, avec des schémas qui étaient simples, avec une toute-puissance paternelle, puis une autorité paternelle. Et en réalité, c'est depuis, on va dire, la Seconde Guerre mondiale que les choses ont commencé à évoluer très, très rapidement avec l'arrivée de l'autorité parentale conjointe, avec une vision de l'enfant très différente, hein, où on a vu pendant très longtemps l'enfant comme un petit animal qu'il s'agissait de dresser, qu'il s'agissait de formater, et le fait que depuis la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on voit l'enfant comme un individu à part entière, comme un être qu'il va falloir aider à grandir, à pousser. Et toutes ces visions, toutes ces transformations, eh bien, ont profondément impacté la parentalité et ont profondément impacté le rôle d'être parent. Si je dois vraiment schématiser de façon un petit peu exagérée, mais pour vous permettre de comprendre, il y a encore 2 siècles, le but d'un parent, c'était d'essayer de maintenir le maximum d'enfants en vie et il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient très tôt. Aujourd'hui, heureusement, en tout cas en Europe, nous avons la chance d'avoir une mortalité infantile qui a quand même énormément baissé et où l'enfant est devenu un projet. L'enfant est devenu un souhait et le contrôle des naissances, notamment, eh bien, permet aussi de pouvoir investir très très tôt un enfant et de pouvoir très rapidement eh bien, s'engager avant, il fallait plusieurs années avant d'oser, j'ai envie de dire, investir réellement la vie de l'enfant. Eh bien, tous ces changements vont faire et font
que la parentalité aujourd'hui ne peut plus du tout être vécue comme elle l'était auparavant, sans compter qu'aujourd'hui, la parentalité s'expose. La parentalité se montre dans les médias, sur les réseaux sociaux, et il y a plein de modèles qui sont donnés, et des modèles d'ailleurs très différents, alors qu'auparavant, il n'y avait qu'un seul modèle. Donc, il y a ce qui se montre, ce qui se montre moins d'ailleurs. Et je vous disais que le rôle de parent a fondamentalement évolué. J'aime beaucoup l'extrait de ce livre qui explique que, on va dire, en 1980, le but d'un parent, c'était s'assurer que son enfant mange à sa faim et étudie bien pour réussir sa vie. Et si on prend eh bien, 2020, il faut veiller à ses besoins émotionnels, scolaires, psychologiques, faire attention à lui donner des plats sains, faits maison, éviter le plastique, le sucre, les couches jetables, etc., etc., etc. Vous pourrez lire à l'écran, la liste est longue. Je pense que vous aurez de toute façon compris un peu mon propos, c'est d'expliquer que être parent aujourd'hui est un vrai paradoxe, en tout cas dans notre culture occidentale. À la fois, nous n'avons jamais été autant accompagnés, autant aidés. La preuve avec le webinaire de ce soir et l'initiative bien-être. Donc, il y a vraiment cette conscience de l'importance de la parentalité, du rôle des parents, du bien-être de l'enfant. Et à côté, eh bien, je crois que les parents n'ont jamais été peut-être aussi perdus et aussi seuls, surtout parce que aujourd'hui, il y a une vraie injonction. Il y a plein d'injonctions, ce qu'on appelle des injonctions paradoxales auprès des parents, de leur dire, voilà, accompagnez vos enfants, mais laissez-les s'individualiser, prenez soin de vos enfants, soyez des parents extrêmement présents, mais ne vous oubliez pas, n'oubliez pas aussi d'être un individu. Tous ces éléments qui font que être parent aujourd'hui est devenu quelque chose de très complexe et que la question, c'est pas est-ce que c'était mieux ou moins bien avant. De toute façon, ce que nous vivons aujourd'hui est unique et nous sommes encore au milieu des transformations. Ce n'est pas fini. Il va y avoir encore de très nombreuses transformations, mais il faut bien entendre qu'aujourd'hui, le stress est beaucoup plus fort sur les épaules des parents parce que la pression est beaucoup plus forte aussi. Quand on attendait de vous de maintenir le maximum d'enfants en vie, il y avait bien sûr une pression très importante, mais j'ai envie de dire, il y avait un objectif, des moyens assez clairs que l'on avait ou qu'on n'avait pas, et puis il y avait aussi une notion de collectif qui était assez importante. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'attentes, il y a moins de soutien collectif, il y a une pression qui est très importante et des parents eh bien, qui vont être soumis à de plus en plus de stress. Alors, ce stress, il fait partie de la vie des parents. À partir du moment où on devient parent, le stress fait partie de notre quotidien. Alors, bien sûr, il y a différents stress. Il y a des stress plus ou moins supportables et d'autres qui le sont moins. Je vais partager avec vous cette vidéo, l'extrait de cette vidéo de Véronique Gallo, qui est une humoriste belge et que vous pouvez retrouver sur YouTube. Elle a fait différents numéros qui s'appellent Vie de mère et vous allez voir, je crois qu'elle résume assez bien différents stress que peuvent connaître les parents. Alors, Oui, ça va, mais je suis crevée, je suis crevée. Est-ce que je me réjouis des vacances? Quelles vacances? Parler de celles où je vais passer tout mon temps à faire des bricolages sur le thème de Pâques et où finalement ils finiront quand même par se chamailler parce qu'ils n'ont pas le même nombre d'œufs dans leur panier. Oui, oui, je me réjouis. Mathilde adore faire les courses, donc forcément je me dis, génial, on est entre filles, c'est super. Oui. Sauf que, évidemment, dans ce genre d'hypermarché, il y a des crétins du marketing qui, non seulement, après vous avoir mis les petites machines où on tourne pour avoir un chewing-gum infâme, les espèces de carousels où on se balance comme ça pendant 10 minutes, ils ont, depuis un certain temps, rajouté les mini-caddies.
Mon fils fête ses 10 ans. Et il y a 12 copains à la maison. Des enfants très gentils. Sauf un, hein, je ne sais pas ce qu'il a pris ce matin au petit déjeuner avec ses chocopops, mais à mon avis, c'est d'ecstasy. Avec Bertrand, on avait dit on fait ça. Top à la surenchère. Les anniversaires d'enfants, ça devient un truc de malade. Bien. Est-ce que j'ai profité du soleil ce week-end? Oui, 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 si on compte que le soleil passe à travers les vitres de la voiture pendant qu'on conduit par tous les enfants, ça c'est clair que je n'ai eu que du soleil. La question qui m'a taraudée le week-end, c'est pourquoi est-on allé s'installer à la campagne? Bien sûr, je me sens quand même responsable. Ma seule erreur véritable a été d'acheter cette poupée Reine des Neiges qui chante. Tous les matins, je dois chanter Délivré, libéré avec ma fille. Je ne vous dis pas les gestes que je dois faire. C'est parce qu'il y a une chorégraphie en plus. Alors, c'est une façon de résumer avec humour, mais de résumer tout ce qui peut nous arriver en tant que parents. Je vous disais, à partir du moment où nous sommes parents, le stress va faire partie de notre vie. Alors, on pense spontanément aux parents de jeunes enfants, parce que c'est vrai que pour les parents de jeunes enfants, il y a ce qu'on appelle notamment le baby clash, le fait qu'il y ait des tensions, des bouleversements très importants qui vont arriver au moment de l'arrivée du bébé et que c'est un changement fondamental de vie. Donc c'est vrai que il y a une fragilité particulière à ce moment-là, mais on oublie aussi, et ça j'insiste par rapport à cela, qu'il y a une deuxième période où le stress peut être particulièrement important, et bien c'est pendant l'adolescence de nos enfants, parce que c'est une période de perte pour les parents, c'est une période où les relations peuvent devenir beaucoup plus compliquées, où on peut se sentir moins utile, où on peut perdre le contact, en tout cas une certaine intimité avec nos enfants. Et puis, comme vous pouvez le voir à l'écran, bah, ça peut être aussi la période où on perd un peu notre image de bons parents, où notre ado peut se montrer un petit peu critique, ironique, où il peut nous faire sentir que bien, nous vieillissons, nous pouvons être un petit peu dépassés. Et c'est vrai qu'en tant que parents d'adolescents, eh bien, il faut accepter de devenir un petit peu ringard, ce qui est loin d'être facile, et puis de redevenir un parent amateur, ce qui est loin d'être facile également. Donc, ne pas oublier que les parents d'adolescents sont aussi des parents fragiles, et d'ailleurs, ce sont des parents, une époque où on est moins gentil, moins conciliant avec l'adolescent, mais où on a tendance à être moins conciliant aussi avec le parent et peut-être un petit peu plus jugeant. Donc, je vous le disais, le stress fait partie de la vie du parent. À partir du moment où on est parent, le stress apparaît. L'épuisement parental, c'est un cran au-dessus. On n'est pas seulement dans un stress, on devient, on arrive, on va le voir, dans un stress parental qui est devenu chronique et qu'on ne peut plus supporter. Alors, nous avons la chance d'avoir une équipe belge à l'université de Louvain, avec notamment Isabelle Roskam. Vous voyez leur livre à l'écran, le burn-out parental. Et cette équipe a particulièrement travaillé depuis une quinzaine d'années sur le burn-out parental, a permis une définition très précise et a permis aussi, et c'est un élément important, de donner des outils concrets par rapport à cet épuisement parental. Je vous l'ai dit, le stress fait partie de la vie de parents et dans notre vie de parents, il y a des stresseurs, des pertes, des coûts, hein, je vais oser dire ça comme ça, mais il y a aussi des bénéfices, des avantages, des ressources qui nous permettent d'équilibrer notre balance de parents et qui font que généralement, eh bien, les ressources, les bénéfices, les avantages arrive à un petit peu contrebalancer les stresseurs. Dans le cas de l'épuisement parental, le poids des stresseurs
le poids des contraintes est devenu de façon structurelle trop lourd. Et vous allez le voir, entraîne un épuisement parental parce que eh bien, ce poids vient impacter directement la parentalité. Alors, on pense que, vous voyez à l'écran, on parle de 8 à 12% des parents. Les études vont pas loin aussi de 15%, hein. On est plutôt entre 10 et 15%. Et vous le verrez, ça peut arriver à n'importe quel parent. Et à n'importe quel moment, nous avons tous cette question de balance qui va jouer, mais dans l'épuisement, eh bien, la balance penche de façon structurelle et il y a 4 caractéristiques qui vont permettre de parler d'épuisement parental. Une première caractéristique qui est en bas de l'écran, c'est le contraste. Et ça, c'est un élément important. Dans l'épuisement parental, ce n'est pas un parent qui a eu des difficultés à devenir parent. Ce n'est pas un parent qui regrette d'être parent depuis le début. Dans l'épuisement parental, nous sommes face à un parent qui a investi sa fonction de parent, qui a eu du plaisir dans sa fonction de parent, alors qui a bien sûr pu rencontrer des difficultés, mais qui avait donc cette balance qui était encore flexible et qui fonctionnait. Mais là, dans l'épuisement parental, on a un contraste, on a une cassure. Et je crois que ça, c'est important de pouvoir le garder en tête. Quand les parents parlent de leur épuisement, ils disent avant, après. Et c'est vraiment quelque chose de très marqué chez eux. Donc vraiment de avant, après. Avant, j'étais bien dans mon rôle de parent, ou en tout cas, j'y trouvais de la satisfaction. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, un critère de contraste. Deuxième élément, l'épuisement. Alors, un épuisement physique et psychologique. Et cette notion d'épuisement, on va la retrouver dans tous les burn-out. Vous la retrouvez dans le burn-out professionnel, vous la retrouvez dans la dépression aussi. Il y a vraiment à un moment un épuisement, un effondrement physique. Alors, on le verra, par contre, qui ne veut pas dire que la personne ne fait plus rien. Vous avez des parents en épuisement parental qui continuent à très bien fonctionner en dehors de la famille, qui vont au travail sans problème, qui ont des activités sociales sans problème, mais qui, quand ils sont dans le contexte de la famille, se sentent épuisés psychologiquement et physiquement. Et puis, il y a 2 critères qui sont vraiment liés, là, pour le coup, à la parentalité. Le premier critère, c'est la perte d'efficacité dans leur rôle parental. Les parents expliquent ne plus se sentir aussi performants, aussi efficaces dans leur rôle de parents. Ils ont l'impression de faire les choses un petit peu en mode automatique. Ils ont l'impression de moins bien réaliser certaines tâches. Et c'est vrai qu'ils perdent cette capacité d'efficacité. Pourquoi? Parce que c'est le 4e critère. Il y a une sorte de distanciation affective qui se met en place avec l'enfant. Le parent a l'impression, et ça c'est important, j'insiste, je parle bien d'une impression, mais le parent a l'impression de moins aimer ses enfants, de perdre le contact avec eux. Il se coupe un petit peu émotionnellement de ses enfants. Et bien sûr, cette distanciation le rend moins efficace dans ses tâches parentales parce qu'il est beaucoup moins lié, beaucoup moins connecté avec l'enfant à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs les conséquences pour l'enfant. Généralement, ce sont des conséquences qui vont aller parfois jusqu'à de la négligence, alors parfois jusqu'à de la violence aussi, parce qu'évidemment, le parent est épuisé, le parent se sent dépassé. Donc, pour les enfants, on a ces conséquences, mais pour le parent, on a aussi, bien sûr, des conséquences d'épuisement, de fatigue, mais il faut bien entendre, et c'est pour ça que ce type de conférence est très important. Il faut bien entendre que c'est compliqué, c'est encore très tabou aujourd'hui de parler d'épuisement parental.
c'est très compliqué de dire mes enfants m'épuisent parce que généralement votre entourage va répondre oui, mais c'est normal, ça arrive à tout le monde. Donc sous-entendu, serre les dents et puis ça va aller. Ou alors généralement l'entourage va commencer à dire oui, mais non, tu les aimes quand même, ils sont tellement mignons. Vous voyez, c'est quelque chose qui est assez mal conçu, accepté. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on les a désirés, ces enfants, la plupart du temps. Donc, on a surinvesti cette tâche parentale. Donc, c'est très compliqué de pouvoir dire, j'ai voulu ces enfants et aujourd'hui, je suis épuisée d'avoir ces enfants ou je regrette d'avoir ces enfants. Et donc, en réalité, on se rend compte que dans l'épuisement parental, le parent va rarement consulter pour épuisement parental. Il va très souvent consulter pour fatigue, pour stress, pour manque de sommeil, pour des problèmes somatiques, mais pas pour la vraie raison. Et donc, généralement, les professionnels qui ont peu de temps, je pense notamment aux médecins, généralistes qui ont peu de temps, qui ne sont pas formés sur ce syndrome d'épuisement parental, eh bien, peuvent très facilement passer à côté parce que quelque part, ce n'est pas la demande du patient. La demande, c'est je vais mal, aidez-moi à retrouver de l'énergie, alors que le vrai problème, c'est vraiment dans la fonction parentale. Et ça va même plus loin parce que très souvent, et c'est vraiment sans le savoir, mais la réponse des professionnels va être eh bien, reposez-vous, prenez quelques jours de congé, allez passer du bon temps avec vos enfants. Et alors que c'est exactement là où se trouve la difficulté et le problème. Donc ça, c'est vraiment une des grandes, grandes difficultés de l'épuisement parental, j'insiste, hein, qui reste encore un peu tabou et donc qui est souvent mal pris en charge parce que eh bien parce qu'il faut souvent qu'on en arrive à des situations soit d'épuisement complet, soit de négligence sur les enfants, pour que vraiment on puisse le prendre en compte. Et j'insiste, le parent va rarement venir avec cette demande. Alors, en plus, il y a un nombre incroyable de fausses croyances en ce qui concerne l'épuisement parental. D'abord, il ne touche pas que les femmes. Loin de là, 10 à 15% des personnes touchées par l'épuisement parental sont des hommes. J'ai envie de dire, il va toucher le membre du couple qui va être le plus présent avec les enfants et donc qui va prendre le plus de charges familiales. Et si c'est monsieur qui est très présent, eh bien c'est lui qui a le risque de l'épuisement parental. Ce n'est pas une invention du XXe siècle, mais les formes de parentalité actuelles et la pression qu'il y a aujourd'hui autour de la parentalité aggrave le phénomène d'épuisement parental. Alors c'est vrai aussi qu'on le détecte mieux, donc ça explique aussi que les chiffres soient plus importants, mais si ce n'est pas une invention du 21e siècle, il y a réellement un effet d'amplification au 21e siècle. Je pense que vous l'aurez compris, il ne touche pas que les parents d'enfants en bas âge. Et j'insiste, il y a un facteur de risque particulièrement fort pour les parents d'adolescents. Ça ne veut pas dire que tous les parents d'adolescents vont avoir ce problème, loin de là. J'insiste, ce n'est pas un facteur de cause à effet, c'est un facteur de risque, mais il est présent. Comme vous avez un facteur de risque, évidemment, pour les enfants dits atypiques ou difficiles, ou pour les enfants en situation de handicap. Là, on a évidemment un facteur de risque qui est multiplié par 2 ou 3 parce que le parent eh bien, va être obligé d'investir et de donner énormément d'énergie par rapport à cet enfant. Le fait d'être un parent solo, un parent seul à élever l'enfant peut être à la fois un facteur de risque ou un facteur de protection. Alors, ça peut étonner, mais je pense que vous le comprendrez, ça dépend de l'entourage du parent solo. C'est-à-dire que le vrai facteur de risque, c'est l'isolement. Et l'isolement, vous pouvez le vivre en tant que parent solo parce que vous êtes seul, mais généralement, en tant que parent solo, il peut quand même y avoir une certaine, on va dire, solidarité
il peut y avoir un petit peu plus de vigilance autour de vous. Et si c'est le cas, votre risque diminue nettement. Et on verra dans la suite de ce webinaire, c'est vraiment la solidarité, la question des ressources qui va être clé par rapport à l'épuisement parental. Votre milieu social peut être un facteur de risque, mais là aussi, j'insiste, ce n'est pas un facteur de cause à effet. Et puis, et ça par contre, je trouve que c'est intéressant, il y a plus de risques d'épuisement parental quand vous travaillez à temps partiel que quand vous travaillez à temps plein. Et ça, quelque part, une fois qu'on l'a dit, on le comprend. C'est-à-dire que quand vous travaillez à temps partiel, eh bien, vous considérez que vous devez avoir du temps pour la famille, du temps pour les enfants, que quelque part, c'est un peu plus normal que vous ayez plus de responsabilités que votre conjoint. Or, le problème du temps partiel, c'est qu'il faut être performant partout. Il faut être performant au travail, il faut être performant à la maison. Et donc, il y a un vrai facteur de risque par rapport au temps partiel. Et si vous êtes en épuisement parental ou si vous êtes proche de cet épuisement parental et que vous êtes à temps partiel, il vaut mieux retourner travailler. Il vaut mieux retourner à temps plein au travail et prendre quelqu'un pour vous aider ou mettre les enfants en centre aéré ou ailleurs plutôt que de diminuer votre temps de travail parce que là, vous amplifiez le risque. Donc, un certain nombre d'idées reçues, d'idées préconçues autour du burn-out, mais je vais vous proposer que nous fassions d'ores et déjà une première pause pour que je puisse éventuellement répondre à vos questions, vos interrogations. Je ne sais pas s'il y a peut-être déjà des questions dans le chat ou vous allumez votre micro, vous n'hésitez pas pour pouvoir poser des questions sur ces définitions. Euh, Oui, Moi, je bon, viens poser une question. bien Je sûr. suis dans le cas multirisque, donc je comprends ma situation aujourd'hui. J'ai au moins 3 facteurs de risque. Et d'ailleurs, j'ai pris une pause de 3 jours là, toute seule. Et du coup, je voulais savoir comment on rééquilibre, notamment dans le couple, dans ces situations-là. Alors, déjà d'en prendre conscience, c'est 50% du chemin qui est fait, hein. Et pouvoir mettre aussi un nom sur ce qui arrive, c'est important parce que faut bien entendre que l'épuisement parental, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas des incapacités. Vous allez voir, je vais vous l'expliquer dans la deuxième partie du webinaire. Tout parent, mais j'ai envie de dire surtout les parents qui veulent être de bons parents, ont des risques d'épuisement parental. Je vais le dire d'une façon un peu cash, mais les parents qui n'investissent pas leur fonction parentale, qui ne cherchent pas à être de bons parents, ont peu de risques d'être épuisés. D'accord? Parce que eux passeront toujours en premier. Donc ça, c'est déjà d'entendre ça, c'est que l'épuisement parental, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe parfois de surinvestissement et surtout d'escalade qu'on n'a pas pu arrêter. Donc ça, c'est voilà. Et entendre aussi que comme c'est un processus, ben c'est un processus qui peut se changer. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce n'est pas, ce n'est pas que structurel. Alors, on peut avoir en nous des modes de fonctionnement qui sont des facteurs de risque, mais c'est aussi une question conjoncturelle. Donc ça, j'insiste parce que la culpabilité d'être épuisé est souvent ce qui va écraser le parent et ne va pas lui permettre d'aller chercher les ressources dont il a besoin. Donc ça, c'est vraiment un élément, et j'insiste, il n'y a pas de profil type du parent épuisé. Ça peut arriver à n'importe qui, vraiment n'importe qui. Ce que je vais vous montrer dans la deuxième partie du webinaire, c'est qu'il va être possible d'agir sur différents niveaux. Sur les stresseurs, parce qu'on peut agir parfois sur les stresseurs, et aussi sur les ressources.
Et pour commencer à répondre peut-être à votre question, dans la question de la répartition dans le couple, hein, la fameuse charge mentale, hein, mais qui est réelle, c'est vrai que les papas sont plus présents qu'il y a 50 ans dans l'éducation des enfants. Ils sont beaucoup plus impliqués, mais je ne les ai pas mis ce soir, mais je pourrais vous les montrer, mais les chiffres sont quand même là, et c'est des chiffres très récents hein, qui datent de 2020 maximum. Les femmes réalisent 2 tiers des tâches matérielles liées aux enfants, alors que les pères réalisent 1 tiers, en moyenne. Hein. Bien sûr, c'est une moyenne, mais cette moyenne, elle a quand même une réalité. La difficulté, c'est que souvent, en tant que parents, on se partage des tâches. Vous voyez, on dit, bon, bah, moi, je vais faire les courses, et puis toi, tu vas faire les repas, puis moi, je vais faire les lessives, et puis toi, tu vas faire le repassage. Vous voyez, on se partage des tâches. Le problème, c'est que ces tâches, elles nous rendent dépendants l'un de l'autre. Vous voyez, elles nous obligent, bah, je vais reprendre l'exemple de la lessive, par exemple, elles nous obligent d'attendre que notre conjoint fasse la lessive pour que nous, on puisse faire le repassage. Et le fait d'être dépendant des tâches, dépendant comme ça, fait que nous sommes dépendants du rythme et du bon vouloir de l'autre, ce qui est toujours quelque chose de compliqué et ce qui va toujours amener un stress supplémentaire. Souvent, nous, ce que nous conseillons, c'est déjà de ne plus se séparer les tâches, mais c'est de se séparer les responsabilités. Les responsabilités, c'est par exemple de dire, ben, le linge, la responsabilité du linge, ben, c'est aussi bien acheter la lessive que préparer le linge, que faire les lessives, que faire le repassage, que de ranger le linge. C'est ça la responsabilité du linge. Eh bien, cette responsabilité, soit je la prends seule, mais toi, tu prends une autre responsabilité. Par exemple, je ne sais pas moi, tu t'occupes bah, des repas, mais par contre, tu prends la responsabilité de tout le repas, c'est-à-dire de la liste de courses aux courses, à la préparation du repas. Bon, à la limite, je peux me charger du lave-vaisselle, mais vous voyez, et ou alors, on se sépare la responsabilité. Bah, moi, j'ai la responsabilité du linge une semaine, et toi, la responsabilité des repas, etc., etc. Pourquoi ça peut être déjà une piste d'amélioration? Bah parce que se partager la responsabilité, ce n'est plus être autant dépendant de l'autre. Alors par contre, c'est accepter quelque chose de très important, c'est que l'autre ne va pas faire comme nous. Et ça ne va pas se passer comme nous, nous le souhaitons. Et ça, je vais vous le montrer aussi un peu plus tard dans le webinaire. Il va y falloir lâcher des choses. L'épuisement, il veut bien dire aussi qu'on tient trop de choses et que peut-être on n'arrive pas à faire le tri dans ce qui est vraiment essentiel et ce qui ne l'est pas. Mais voilà, donc ça, c'est une des pistes que je peux vous présenter. Je vais vous en présenter d'autres au cours du webinaire. Mais par contre, il y a quelque chose qui est indispensable, c'est déjà de comprendre ce qui est en train de vous arriver et de l'accepter. De l'accepter pour pouvoir se dire, bon ben voilà, c'est là, c'est le cas, il y a des choses à changer, on en est malheureusement arrivé là, mais il y a des pistes et j'insiste, ça peut arriver à n'importe qui, vraiment n'importe qui. Est-ce qu'il y a éventuellement eu une autre question par rapport à la définition? Bon, écoutez, si vous souhaitez, si vous en êtes d'accord, je vais continuer la présentation et puis vous n'hésitez pas, hein, de toute façon, nous sommes en petit comité, donc vous n'hésitez pas surtout à m'interrompre si nécessaire, si quelque chose ne vous semble pas suffisamment clair. Alors, je vous ai dit que les termes épuisement parental ou burn-out parental pouvaient s'utiliser de façon parallèle. J'aime bien le terme de burn-out parental parce qu'en anglais,
burn-out veut dire cramer, hein, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que là, on a complètement cramé. Mais le terme burn-out permet de parler de burn-in. Et le burn-in, c'est la montée vers l'épuisement. Et c'est là où vous allez voir que ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous, parce que dans les phases de burn-in, ben, vous allez peut-être vous reconnaître et vous allez peut-être reconnaître aussi bien les moments où vous avez frôlé avec cet épuisement parental. Alors, on a tendance à avoir une phase 1 qui est la phase du parent idéal. Le parent idéal, eh ben, c'est notamment en plus le parent qui a investi sa parentalité, qui a désiré les enfants, qui a réfléchi, qui a fait peut-être aussi un petit bilan sur ce qu'il a vécu lui-même enfant. Et donc, c'est ce parent qui se dit, bon ben moi, je vais jamais crier sur mes enfants, je vais leur amener l'attention qui est nécessaire, je vais leur faire des petits plats bio, je vais être présent, etc., etc., et qui se donne de très très fortes exigences parentales. Et ça, ces exigences parentales, alors elles sont nécessaires parce qu'elles nous forcent bien sûr à donner le meilleur de nous-mêmes, mais elles ne sont pas, elles sont un cap, elles sont un objectif, mais pas automatiquement que l'on va atteindre. Et c'est ça qui est important, c'est d'entendre que entre le parent rêvé, celui que nous avons rêvé d'être, celui que nous nous sommes peut-être un jour jamais, enfin, nous sommes promis d'éviter d'être, et le parent réel, celui que nous allons être réellement, il va y avoir automatiquement une différence. Automatiquement. Et automatiquement, ça nous arrivera un jour ou l'autre d'avoir l'impression que c'est notre père ou notre mère qui est en train de parler à notre place et de dire des choses qu'on s'était promis de ne jamais dire. Donc, c'est d'entendre que oui, il faut avoir des valeurs, oui, il faut avoir des objectifs, mais les termes d'exigence, elles, les exigences, eh bien, vont nous enfermer dans ce rôle de parent parfait. Et la difficulté pour le parent, c'est qu'à ce moment-là, quand on commence à vouloir être un parent parfait, eh bien, la to-do list s'allonge sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, parce qu'il faut évidemment eh bien, fournir, fournir, fournir. Alors, moi, ce que j'aimerais vous proposer déjà comme outil ce soir, c'est d'abandonner la to-do list, d'arrêter d'en faire, ou alors d'avoir à côté une to-done list, de vraiment marquer ce qu'on a fait. Mais voilà, moi plutôt, je vous propose de travailler avec ce que Dany Beaulieu appelle les cercles de vérité, c'est-à-dire de ne pas faire de to-do list réelle, mais de toujours se poser la question de d'abord, dans ma semaine, qu'est-ce qui va être indispensable? Qu'est-ce que je dois à tout prix faire? Et vous comprenez bien le terme d'indispensable. Il faut que ce soit fait à la fin de la semaine, mais vous allez voir, l'indispensable, si vous mettez tout dans indispensable, c'est que vous êtes dans les exigences et dans la perfection. L'indispensable, ce sont les besoins, pas les envies, les besoins. Et on va très vite arriver sur des choses assez basiques et c'est normal. Donc, je mets au cœur l'indispensable. Et puis après, j'ai ce qui serait, on va appeler super, donc pas l'indispensable, mais ni le nécessaire, on est bien d'accord, mais peut-être ce qui pourrait faire plaisir, ce qui serait le petit plus si on a le temps. Et puis après, dernier cercle, bien, on va être honnête, c'est ce qui est ni urgent ni indispensable. Et ça, eh bien, nous en aurons toujours. Nous en aurons toujours. Et ce bof, si j'ai le temps, eh bien, il nous permet aussi d'entendre que oui, il y a des choses que nous n'allons pas pouvoir faire. Et attention, vraiment, parce que cette to-do list, on le sait qu'elle enferme énormément. Ou alors, il faudrait accepter de faire une to-do list, pas plus de 5 choses, mais on revient à l'indispensable. Vous voyez? Et il vaut mieux segmenter nos to-do list dans ces cercles de vérité que d'essayer de tout faire. Donc, l'étape 1, c'est je veux être un parent parfait. Comme je veux être un parent parfait, eh bien, évidemment, je vais surinvestir mon rôle parental.
et je vais quelque part me rendre indispensable. Et c'est là où on peut se retrouver pris au piège de cette fameuse surcharge mentale, notamment des mères, qui vont reprocher à leur conjoint de ne pas en faire assez, mais où elles sont elles-mêmes omniprésentes et où elles sont elles-mêmes en train de tout gérer et de finir par dire eh bien oui, de toute façon, ça, je vais le faire parce que tu ne le fais pas bien, parce que c'est pas comme je voudrais, ou voilà, parce que ben, tu vas l'oublier. Et moi, j'aime bien travailler en consultation avec parfois un élastique, là, comme vous le voyez, pour aider les parents que j'accueille un petit peu à réfléchir au niveau de charge où ils se trouvent. Parce que parfois, on pense qu'on peut encore supporter, et puis quand on fait un peu l'exercice de, ben voilà, je suis tendue à quel point, quelle charge eh bien, je surmonte aujourd'hui, on se rend compte eh ben, que la charge, elle est vraiment importante. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait cet exercice-là, notre corps parle. Alors moi, je sais que typiquement, ben, mes épaules, là, juste là, derrière le trapèze, sont en train de parler et de me dire tension, tension très importante. Je me souviens d'une patiente avec qui j'avais fait faire cet exercice et qui m'avait dit, ben là, j'ai mal dans le genou. Alors on peut se dire, entre les pouces et le genou, il n'y a peut-être pas beaucoup de sang, de lien, mais si, parce que elle, c'était comme ça que s'exprimait son stress. Mais le problème, c'est que vous voyez, notre corps nous parle, notre corps nous envoie des signaux, mais que nous n'allons pas automatiquement écouter. Et faire cet exercice de temps en temps et se dire j'en suis où de mon stress et de ma charge et est-ce que je l'écoute ou pas? Parce que c'est souvent ça la difficulté, c'est que nous avons des signaux, mais malheureusement, nous faisons, sans le vouloir, eh bien, le choix de ne pas les écouter. Donc, être aussi dans cette capacité d'écouter les signaux parce que, voilà, à vouloir être un parent parfait, à se rendre indispensable, eh bien, nous finissons par rentrer dans un sacrifice de nous-mêmes. Hein. Je dois tout assumer, je dois être absolument là, il faut que. Hein, je crois que c'est vraiment les petits mots auxquels il faut faire attention, le il faut que. Il faut que vous êtes en train de vous imposer des exigences, pas des objectifs, des exigences. Et ces exigences, elles vont finir par vous épuiser et donc arrive cette phase de sacrifice, de je dois tout assumer, je dois, voilà, et qui finira par entraîner l'épuisement. Alors avec un élément qui est important, c'est que nos enfants ne vont pas venir nous voir en nous disant papa, maman, tu as l'air épuisé, faudrait te reposer, oui, pars plusieurs jours, etc. Et c'est bien de pouvoir partir, mais malheureusement, ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas faire tous les jours. Et c'est pour ça que il y a un petit outil que moi j'aime beaucoup, c'est de se rappeler que tous les jours, en tant que parents, nous avons besoin d'avoir ce que j'appelle des petits rituels de désengagement. C'est-à-dire qu'en tant que parent, et souvent travaillant ou faisant beaucoup de choses à côté, nous enchaînons sans arrêt notre vie professionnelle, la vie avec les enfants, les devoirs, les repas, les douches, et on enchaîne en mode apnée. Vous voyez, on enchaîne en mode guerrier, en mode bon, allez, hein, on va tout faire, les devoirs, et après on se reposera. Sauf que le problème, c'est que après, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours une exigence, et puis surtout, à force d'être en apnée, ben on finit par un moment par s'asphyxier. Il n'y a pas d'autre solution. Et le rituel de désengagement, c'est le fait de créer une petite habitude, un petit pas. Hein. On a tous besoin, bien sûr, de partir, de pouvoir décompresser, mais c'est compliqué. Donc, c'est de créer un petit rituel. Alors, je vais vous donner 3 exemples. Je connais un papa qui, quand il va chercher ses enfants
à l'école, enchaînait beaucoup entre le travail et l'école. Et donc, il avait pris l'habitude d'écouter la radio Rire et Chanson entre le bureau et l'école. Et il s'autorisait, quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout du sketch qu'il était en train d'écouter, et quitte à en écouter un autre, c'était vraiment son espace, le temps de décharger, le temps de pouvoir penser à autre chose, et seulement après, il allait chercher les enfants. Pareil, beaucoup de mamans rentrent de l'école, c'est à peine si elles ne gardent pas le manteau sur le dos et elles commencent à tout enchaîner. Rentrer à la maison, se poser, boire éventuellement une boisson chaude, se changer, enfin, faire un break, commencer par un temps mort pour recharger les accus, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Donc c'est de créer des petites habitudes comme ça. Alors au début, les enfants vont avoir du mal parce qu'ils vont bien sûr solliciter le parent, mais c'est aussi de leur montrer, non, là, c'est le temps de papa et maman ou le temps de maman pour pouvoir récupérer. Et je vous ai montré, par exemple, là, la dernière image d'une personne qui fait le tour de son jardin. Moi, je pense notamment aux assistantes maternelles qui travaillent chez elles, qui accueillent des enfants toute la journée, puis après qui accueillent leurs propres enfants. Et je sais que je travaille régulièrement avec elles pour qu'elles mettent en place des rituels de désengagement, comme vous avez à l'écran. Par exemple, prendre le temps, quand on a la chance d'avoir une maison, tous les soirs, quelle que soit la météo, de faire 5 minutes dans le jardin pour pouvoir respirer un petit peu et souffler un petit peu. Alors, ce sont des petits pas, hein, j'insiste, des petites choses, mais dont nous sommes responsables, parce que j'insiste, aucun enfant ne viendra vous dire, allez, vas-y, prends ton temps, etc., etc., mais c'est quelque chose petite touche par petite touche que nous pouvons nous donner. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas ça, un jour arrive la frustration, et la frustration, elle devient tellement importante que, eh bien, le coup de fatigue va finir par arriver aussi, et là, on en arrive au burn-out, à l'épuisement, à la distanciation, à la fin d'efficacité parentale, parce que voilà, cette montée a fait qu'à un moment, on craque, parce que aussi, c'est presque, il faut le dire, la seule façon de s'en sortir aussi à ce moment-là. Donc, c'est vraiment d'entendre que ce burn-in, si on a conscience de ce qui est en train de se passer, on peut peut-être venir l'arrêter, mais par des petits éléments, des petites touches. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le burn-out, c'est vraiment cette histoire de ressources et de stresseurs. Et il n'y a pas un burn-out, il y a des burn-out parentaux. Chacun a son histoire. Mais ce qu'il faut bien entendre, c'est que dans cet équilibre des stresseurs et des ressources, nous avons 4 voies d'action. 4 voies d'action, pourquoi? Parce qu'on peut travailler du côté des stresseurs et travailler du côté des ressources. Alors, quand on peut travailler du côté des stresseurs, ça peut être soit pour retirer des stresseurs inutiles, soit pour alléger des stresseurs. Alors, parfois, on peut retirer des stresseurs. On peut effectivement enlever des activités extrascolaires aux enfants parce qu'il y en a juste trop et on n'y arrive pas. On peut exceptionnellement peut-être prévenir notre travail que pendant un temps, mais il y a peut-être des tâches qu'on ne peut pas faire. On peut aussi, vous voyez par exemple, j'ai mis se dire que le dimanche, en couple, on fait du batch cooking. Donc, le batch cooking, c'est préparer les menus de la semaine et les cuisiner au moins pour les premiers jours pour pouvoir eh bien, être moins pris par la préparation des repas dans la semaine. Vous voyez, c'est réfléchir à comment on peut, alors parfois retirer des stresseurs, mais il y a des fois où on ne peut pas, et comment on peut les alléger. Euh,
je vais vous donner un exemple qu'une de mes patientes a partagé avec moi. Donc, elle avait ses beaux-parents qui venaient déjeuner très souvent à la maison le dimanche. Quand je dis très souvent, c'était quasiment tous les dimanches ou en tout cas tous les 15 jours. Et ça devenait un stress énorme. Un stress énorme, d'abord parce qu'il fallait préparer le repas, évidemment. Et puis surtout, parce que les enfants ne se tenaient pas toujours bien à table, parce qu'elle avait les regards parfois un peu, vous voyez de quoi je parle, un regard un peu explicite de la part de son beau-père ou de sa belle-mère. Et donc, elle commençait à appréhender énormément ses dîners. À chaque fois, elle arrivait dans un état de stress important à ses déjeuners. Et puis, généralement, ça se passait mal avec les enfants. Elle criait sur les enfants, etc., etc. Et quand on a commencé à travailler ensemble et que je lui ai dit, mais est-ce que ces déjeuners le dimanche midi sont absolument indispensables? Bien sûr, vous imaginez les arguments. Oui, mais les enfants ont besoin de voir leurs grands-parents. Oui, mais je vais trop décevoir mes beaux-parents, etc., etc. Bon, j'essaie de vous résumer tout ça. On a fini quand même par travailler par rapport à tout ça. Et elle a fini par dire à ses beaux-parents, est-ce que de temps en temps, vous pourriez venir pour le goûter et pas pour le déjeuner parce que voilà, ça c'est un petit peu compliqué dans l'organisation. Et en réalité, ses beaux-parents étaient ravis de venir en réalité que pour le goûter parce que eux aussi, ils avaient envie de voir les enfants, mais pas tout le temps, etc., etc. Vous voyez, c'est ça, alléger les stresseurs. C'est de temps en temps se dire, OK, je continue à faire ça et à faire ça et à faire ça, mais est-ce que je ne peux pas quand même faire les choses autrement? Et c'est bien de prendre aussi la notion de la différence entre le perfectionnisme et l'optimalisme. Le fait d'être perfectionniste peut être un vrai problème par rapport à l'épuisement parental, parce que j'insiste, ce sont des exigences que l'on se met et qui nous mettent en difficulté. Et travailler sur notre notion de perfectionnisme peut nous aider. Donc ça, c'est côté stresseur, mais entendez bien aussi qu'on peut travailler côté ressources. L'idée aussi, c'est bien d'entendre que parfois, il y a des stresseurs qu'on ne peut pas enlever. Donc, dans la balance, il y a un poids et ce poids, on ne peut rien y faire. Et donc, si on ne peut pas travailler sur les stresseurs, l'idée, c'est d'aller travailler sur les ressources pour essayer d'équilibrer un petit peu tout ça. Alors, les ressources, c'est utiliser les ressources qui sont déjà présentes, peut-être les utiliser autrement, ou alors aller chercher des nouvelles ressources. Et autour de nous, il y en a des ressources. Il y a des ressources individuelles, il y a des ressources collectives, il y a le fait aussi de peut-être utiliser les enfants comme ressources. Et par exemple, je voudrais vous donner un autre exemple de mamans que je connais et qui ont mis ça en place. Elles se sont organisées pour elles le disent elles-mêmes comme ça, pour se prêter les enfants en semaine. Donc, pour résumer, le mardi, la maman A prend tous les enfants, les siens et ceux de la maman B. Généralement, ça se passe assez bien parce que comme les enfants sont ensemble, ils sont contents, ils font les devoirs, etc. Et pendant ce temps-là, ça dure une heure et demie, la maman B va faire du sport. Et le jeudi soir, la maman B prend tous les enfants et la maman A, elle en profite pour se reposer, faire ce qu'elle veut. Enfin, vous voyez, on n'est pas non plus obligé de remplir ce temps. Et donc, ces mamans, elles ont vraiment très bien utilisé les ressources qui étaient présentes. Et généralement, en plus, les enfants se comportent mieux parce qu'ils sont avec les copains. Voilà, ça, c'est une façon de venir mieux utiliser ou rajouter des ressources. Donc, j'insiste, il y a aussi les associations de parents d'élèves, il y a tout ce qui se passe aussi ce soir dans ce webinaire. On a des pistes, je vais vous en donner d'autres encore après, mais toutes ces pistes, ça peut être des pistes collectives ou des pistes individuelles. Et si on ne peut pas travailler sur les stresseurs, on vient chercher du côté des ressources et, j'insiste, en comprenant que demander de l'aide et prendre soin de soi, c'est prendre soin des enfants.
C'est vraiment ça. Quand les parents vont bien, les enfants, généralement, vont plutôt bien. D'accord? Donc ça, c'est vraiment aussi l'élément important. Dans le cas de l'épuisement parental, la priorité absolue, c'est que le parent aille mieux. Voilà, je vais faire une deuxième pause pour peut-être répondre à vos questions, s'il y en a, ou vos commentaires. N'hésitez pas. Pas de questions, pas de... Bonsoir, moi j'avais une petite question. Oui, Je sais pas du tout si moi et mon mari on rentre dans le, enfin, on se sent, on a l'épuisement en fait. Voilà, on est tous les deux épuisés. On se dit souvent que une fois qu'on a tout fait, le boulot, voilà, les enfants, etc. On arrive le soir, on se couche, on est épuisé et on enchaîne l'un et l'autre en fait, chacun son tour, épuisé et en se disant bon, bah franchement là j'ai besoin d'aide, prends le relais s'il te plaît. Donc l'autre prend le relais et puis il s'épuise. Et on tient un peu comme ça. Et donc, je me demandais, oui, est-ce que c'est quelque chose qui peut toucher un peu le couple, enfin, les deux parents en même temps, ou sachant que je sais pas si on est dans vraiment l'épuisement parental, mais souvent on se sent tous les deux épuisés, chacun son tour, quoi. alors, l'épuisement parental, j'insiste, hein, c'est un moment où on se sent, on perd son efficacité de parent et surtout on se sent malheureux dans son rôle de parent. Donc, vous pouvez être épuisé sans être dans l'épuisement parental. Hmm. D'accord? L'épuisement parental, c'est vraiment un syndrome. Mais par contre, c'est certain que nos rythmes de vie actuels sont dingues. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'on on enchaîne avec beaucoup d'exigences, souvent professionnelles, et avec le même niveau d'exigence à la maison. Et j'insiste, et avec le fait d'investir énormément le développement les enfants, leur éducation, etc., etc. Donc oui, on peut être tout à fait deux dans le même cas. Ça ne veut pas dire qu'on va être, vous êtes épuisé physiquement, donc ça c'est un des critères, mais il faut qu'il y ait les autres critères pour que vous soyez dans l'épuisement parental. Hmm. D'accord? Donc, mais on peut flirter avec, hein, Hmm. d'accord? On Oui. peut tout à fait flirter avec et c'est normal. C'est normal aussi que certains soirs, on se dise, s'ils n'étaient pas là, Hmm. hein, ok? Hein? Oui. Alors, très vite, on se dit, oh non, 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 j'ai pas le droit de penser ça, on les adore. Oui, c'est pas une question d'amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour, tout ça. Ça a à voir avec l'épuisement. Alors après, je ne sais pas, dans les pistes que je vous ai montrées ce soir, c'est peut-être aussi se poser la question. Alors, je vois que vous avez des ressources puisque vous êtes solidaire. Et ça, c'est très important de rester solidaire Hmm. parce que c'est ça hein, qui aide à tenir. Mais on ne peut pas être en mode survie tout le temps non plus. Ouais. D'accord? Il faut quand même dire les choses honnêtement. Alors, quand les enfants sont petits, c'est vrai qu'on est vite en apnée parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et que les enfants sont très demandeurs et demandent énormément de choses. Mais il y a un moment aussi où il faut que les enfants apprennent aussi à aller chercher des ressources en dehors des parents, Hmm. les professeurs, le reste de la famille, les grands-parents. Ça peut être bien aussi de temps en temps, même assez petit, de leur dire, bah là, maman, elle n'est pas disponible pour discuter, pourquoi tu n'appellerais pas ta grand-mère? Pourquoi tu n'appellerais pas ton cousin, ton oncle, ou faire une partie même par écran? Vous voyez, on a souvent tendance en tant que parents à fournir. On fournit. Donc, on se met un peu en mode automatique, je donne, je donne, je donne, et puis oui, en fin de journée, ben, il n'y a plus d'énergie, quoi.
Donc, s'il n'y a pas cette possibilité quand même d'avoir un petit peu de ressources de temps en temps, il y a un vrai risque d'épuisement. Est-ce que vous pensez que vous avez aujourd'hui un petit peu investigué toutes les ressources qui vous sont nécessaires? Hmm, non, oui, on se pose souvent la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour. On se pose souvent la question. On a D'accord. l'impression d'être un peu tous les deux seuls, quoi. C'est vrai qu'on gère tout. On n'a pas beaucoup de relais, on n'a pas de relais, quoi. C'est vraiment, on est tous les deux. Oui, bah, ouais. Alors, parfois, on est isolé, hein, on est loin de nos familles, on est dans des situations où c'est compliqué. Mais j'ai envie de dire, après, il y a peut-être des communautés autour de nous, notamment de parents. Vous voyez, c'est parfois aussi, on n'ose pas demander, alors qu'on a autour de nous des gens qui seraient peut-être très contents de, de, de nous Mmh. aider parce qu'on pourrait rendre l'appareil aussi. Ouais. Mais c'est vrai que si vous arrivez pour demander en disant est-ce que vous pouvez nous garder les enfants pour un week-end, c'est un peu beaucoup. Vous voyez? Alors que si on a peut-être commencé avec des moments d'école, avec des voisins, est-ce que vous pouvez pendant une demi-heure, une heure, voilà, me prendre les enfants ou est-ce qu'elle peut rester une petite demi-heure de plus le temps que je fasse ça? Souvent, on n'ose pas. Vous voyez, on a peur d'être jugé, Ouais, on a peur d'être vu comme des mauvais parents. Alors ouais, que, honnêtement, en tant que parent, on sait à quel point c'est compliqué. C'est aussi souvent quelque chose qu'on ne s'autorise pas à faire. ouais, Mais comme c'est compliqué de demander, comme c'est compliqué de le faire, il faut commencer avec un tout petit objectif. Vous voyez, faut commencer avec une petite chose qui est assez facile à demander, pas un gros. Sinon, c'est compliqué. Mais parfois, on se rend compte que les parents, ou je ne sais pas, des amis, ils seraient en état ou en capacité. Donc ouais. voilà. Et puis parfois aussi, je ne sais pas, mais par exemple, on ne veut pas frustrer les enfants, on ne veut pas les mettre en difficulté. Je vais me permettre un échange personnel, une expérience personnelle. Quand mes enfants étaient plus jeunes, je les prenais le lundi midi pour déjeuner avec moi. Et puis en réalité, bah, ça se passait mal à chaque fois parce qu'ils finissaient par se disputer, se chamailler. Je les ramenais à l'école en mode j'en ai marre, etc. Jusqu'au jour où j'ai dit bon, bah, c'est fini, je ne vous prends plus, c'est fini tous les trois ensemble, ce sera un chacun son tour. Alors bien sûr, hein, ça faisait moins de lundi, mais par contre, pendant ce lundi-là, ce lundi midi-là, ils étaient tout seuls avec moi. Alors ça a été un peu difficile au début, évidemment, de mettre ça en place. Il y a eu un petit peu voilà, de réticence, mais honnêtement, ça a tout changé dans cette histoire du lundi midi qui aurait pu commencer à être quelque chose de vraiment négatif dans ma parentalité. Le fait de les avoir seuls, d'avoir du temps, de plus être partagés comme ça de la même façon, ça a changé beaucoup de choses. Donc, vous voyez, et j'ai pas demandé plus d'aide pour autant. J'ai Mmh. allégé ma charge. Je ne sais pas si ça peut vous permettre Ouais, de. Vous voyez, parfois, l'idée, c'est de parfois de s'imposer un peu moins aussi. Par exemple, c'est vrai, on essaie de donner à manger sainement à nos enfants. Bon, bah, un dîner malbouffe par semaine, ça va tuer personne non plus, quoi. ouais, mmh. Voilà, sur une semaine, ou un dîner Cro-Magnon une fois par semaine, où on autorise les enfants à un petit peu moins bien se tenir à table, à peut-être un peu plus se relâcher. Et après, par contre, une fois par semaine, on fait un dîner reine d'Angleterre, où là, par contre, on ne lâche rien. Vous voyez,
c'est d'apprendre aussi bien sûr, nous sommes épuisés et bien sûr, nous faisons beaucoup, beaucoup de choses, mais quelle est aussi la pression que nous nous mettons? Et nous avons 25 ans pour que nos enfants soient matures d'un point de vue neurologique. Donc, ce n'est pas parce que nous avons raté un dîner que tout est fichu. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de temps, voilà, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses qui reviendront. Puis alors, nos enfants sont parfaits. Généralement, ils refont les bêtises. Donc, ils nous permettent de recommencer. Vous voyez? Voilà. Donc, nous avons du temps. Je sais que ça va aussi très, très vite et qu'on a beaucoup de pression, mais nous avons du temps. Donc, parfois, ce sera la conclusion de mon webinaire, mais je vais le partager avec vous dès maintenant. Choisir nos batailles. Vraiment choisir nos batailles. On ne peut pas tout faire. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Moi, j'ai cherché la solution, mais je n'ai pas trouvé. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Il n'y a pas plus. Donc voilà, c'est là la difficulté. Merci. Est-ce qu'il y a éventuellement peut-être d'autres questions? Bonsoir. Moi, c'était moins une question qu'une réflexion par rapport à la dame qui parlait juste avant, sur en effet l'exigence. On a tous envie d'être le parent parfait. Et c'est vrai qu'on a une culpabilité à souvent dire, ben, si je revois mes exigences, je suis pas une bonne mère. Et à un moment, si on arrive à lâcher et de se dire, ben non, je suis pas moins bonne mère parce que j'aurais pas fait que des repas bio tous les soirs. C'est quand on arrive à lâcher ça, en fin de compte, c'est là où on arrive à souffler. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est d'arriver à se convaincre. Bon, enfin, c'est même pas de se convaincre, c'est d'accepter ça. Ça, c'est la première chose. Et j'avais un exemple à donner à la dame qui parlait juste avant. Moi, j'étais dans un cas en primaire où, pareil, on se sentait complètement débordé. On s'est rendu compte qu'il y avait un couple qui habitait pas très loin, qui, pareil, était complètement débordé et qui nous avait une fois approché en disant, est-ce que ça vous intéresserait de faire des week-ends comme ça où un couple prend tous les enfants. Alors, ça peut être juste une soirée ou un samedi. Et on faisait ça assez régulièrement pour que l'autre couple puisse souffler. Et ça marchait très bien. Et en fin de compte, souvent, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont dans le même cas de figure autour de nous. Il suffit de chercher et de regarder. Voilà, c'était juste une petite remarque. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ce partage. Non, mais il faut bien imaginer, vous avez vraiment raison de le dire, c'est que tout, ah bah, le mythe du parent parfait, c'est souvent le parent d'à côté. Vous voyez, c'est le fait de dire, on voit un petit bout des parents d'à côté et on se dit, oh là là, eux, ils s'en sortent, ils crient jamais, leurs enfants sont toujours propres, toujours magnifiques, etc. Mais c'est la surface de l'iceberg. Je crois que je connais pas de parent qui n'a pas galéré un jour, qui n'a pas douté, qui n'a pas été en difficulté. La seule chose, c'est qu'on ne monte pas. C'est ça. Mais en réalité, quand on est capable de dépasser cette surface et de se parler, on va dire avec sincérité, on se rend compte que pour tout le monde, hein, c'est compliqué. Et qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est cette solidarité. C'est-à-dire, il faut quand même bien comprendre hein, qu'on n'a jamais autant exigé des parents, on n'a jamais autant attendu d'eux, hein, vraiment. Vraiment, on rend les parents aujourd'hui responsables de tout et nous n'avons jamais été aussi seuls. Avant, il y avait toute une famille, tout un village pour éduquer les enfants. Parce que c'est ça qui se passait, c'était un collectif. Aujourd'hui, on est dans une individualité extrêmement forte. Et c'est ça aussi qui est compliqué. Et ça me permet de répondre à la question là pour les parents célibataires, ben oui, parce que ça aussi, c'est la difficulté. En tant que parent célibataire, ce qui va être très difficile, c'est qu'on ne peut pas passer le relais
instinctivement, immédiatement. C'est-à-dire que au moins l'intérêt quand on est en couple, c'est que quand il y a un gros coup de fatigue ou un gros coup de stress, on peut passer le relais. Seul, ben, évidemment, on n'a pas d'autre choix hein, que de faire face. Et ça veut dire que les ressources pour les parents célibataires, ben, c'est des ressources qui vont être indispensables. On a vraiment là l'obligation de faire attention à soi parce qu'on est seul à faire face. Alors, dans les ressources, j'ai envie de dire, c'est quand même un petit peu celle des autres parents aussi. Et c'est tisser un réseau de solidarité, un réseau d'entraide, un réseau de personnes ressources. En tant que parents célibataires, c'est quand même aussi de ne pas hésiter dans notre cercle proche d'avoir quelqu'un que l'on peut appeler, avec qui on peut échanger, qui peut jouer aussi un rôle de balance hein, vis-à-vis de l'enfant. Ça, c'est vraiment un élément important. Et alors, ça peut être quelqu'un de la famille, comme ça peut être un ami très proche aussi, ou un autre parent qui peut jouer ce rôle-là. Donc voilà, dans ces ressources. Et puis, bah, je vais le partager avec vous tout de suite à l'écran parce que ça permettra peut-être d'illustrer. Vous voyez, dans les axes de rétablissement hein, que l'on partage beaucoup, c'est travailler autour des émotions. Ça, c'est vraiment un élément important de pouvoir verbaliser ce que l'on ressent, ce que l'on est en train de vivre. Je vais en parler. Travailler, bien sûr, autour du stress, du couple et de la coparentalité, mais ce n'est pas toujours possible. Et puis, travailler aussi dans le fait d'améliorer les relations avec l'enfant et l'adolescent, parce que c'est un facteur de stress qui peut être important. Alors, ça ne veut pas dire faire automatiquement équipe avec l'enfant, hein, parce que ça, lui, il est dans sa vie d'enfant et dans son rôle d'enfant, mais dans les axes de rétablissement, vous voyez, beaucoup quand même travailler autour de la gestion de nos émotions, la gestion des émotions de l'enfant, parce que c'est un facteur important. Apprendre, alors si on peut, à déléguer, à différer, ce n'est pas toujours possible, mais ça peut être quand même quelque chose d'important. Et puis, euh, accepter aussi ce qu'on ressent, accepter qu'on peut avoir des moments d'agacement, d'épuisement, que parfois on peut être très en colère vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de notre conjoint. Euh, alors, vous allez me dire, une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, déjà, reconnaître ses émotions et de pouvoir les exprimer, c'est aussi commencer à se libérer un peu de ce qui peut nous peser et de pouvoir aller retrouver l'autre aussi dans, voilà, dire à son enfant, ben non, là, je suis tellement fatiguée et en colère, parce que je suis en colère, bah, et qu'on va faire un temps mort, toi et moi. Moi, je vais aller m'apaiser dans ma chambre ou dans le jardin ou respirer ou voilà, puis toi, tu vas aller faire la même chose. Et pour l'instant, bah, on va aller chacun de notre côté parce qu'on a besoin d'un break. Donc, travailler autour de nos émotions, être accompagné si on en a besoin, mieux comprendre l'enfant et l'adolescent, mieux comprendre son développement. Je crois que ça, c'est aussi important parce qu'il y a plein de fois où on va comprendre que c'est pas que l'enfant fait ça contre nous, il fait ça aussi parce qu'il est en train de grandir et qu'il a besoin de se séparer, de prendre de la distance. Et ça, souvent aussi, quand même, comprendre ce qui est en train d'arriver à l'enfant, ben, c'est un élément important. C'est pour ça hein, que le groupe Bien-être vous a proposé des ateliers cette année et qu'on met à disposition un certain nombre de ressources pour vous. Et puis, on en a parlé, arrêtez de vouloir être une maman calme ou un papa calme tout le temps. Alors, je ne vous dis pas de crier tout le temps non plus, mais
crier, c'est aussi de temps en temps l'ADN du parent, quoi, hein, et il faut être honnête. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous le dire comme ça, mais vous n'allez pas flinguer le cerveau de votre enfant parce que vous allez crier une fois ou deux. Bien sûr qu'il ne faut pas qu'il grandisse tout le temps dans les cris, mais une fois ou deux, ben, ça va lui apprendre que ben, personne n'est parfait. Voilà, et qu'un parent aussi, ça a le droit de craquer, et que parfois, eh bien, voilà, on a besoin aussi d'extérioriser. Ça leur arrive souvent à nos enfants et nos adolescents. Donc, ça leur fait aussi du bien de voir que le parent est faillible parce que bah, ça permet de rappeler à tout le monde que nous sommes humains. Voilà, et qu'on a nos moments de faiblesse et que la question et que le problème, c'est pas d'avoir des moments de faiblesse et de fragilité, c'est ce qu'on en fait, ce qu'on en fait et comment on peut ressortir de tout ça et essayer d'en faire quelque chose de positif. Et on peut déraper, on peut bah, se tromper et s'excuser. Et s'excuser même auprès de l'enfant. Alors, pas s'excuser sur le fond, s'excuser sur la forme. C'est-à-dire, on peut aller très bien, on peut crier sur un enfant, parfois ça peut nous arriver, et puis bien sûr le regretter après, et aller le voir en disant, écoute, la façon dont j'ai géré ma fatigue, dont j'ai géré ma colère, je regrette, parce que je n'aurais pas dû gérer ça comme ça. Par contre, ce que tu as fait, ce qui s'est passé, ça, c'est grave. Et là, il faut vraiment que ça change. Mais vous comprenez, on a le droit aussi à ces dérapages. Alors, vous pourrez retourner voir Florence Foresti, j'adore cette vidéo. Bon, mais vous la connaissez peut-être déjà. Donc ça, c'est aussi une piste et accepter vraiment. Vous pourrez, je vous remettrai le lien, aller voir le webinaire aussi sur l'autorité et sur le fait de mettre un cadre et de réfléchir à notre cadre. Parce que ça aussi, c'est encore une des idées un peu préconçues qu'on nous a données là depuis quelques années, de nous donner l'impression que l'autorité, c'était un truc tchic-tchac, on sait exactement ce qu'il faut faire, quand il faut faire, quoi dire à l'enfant. C'est pas vrai du tout. L'autorité, ça se réfléchit, ça se construit, et puis c'est un processus. Et donc, il y a des fois où on y arrive, et il y a des fois où on n'y arrive pas. Et donc, réfléchir à ce qui est libre, à ce qui est négociable, à ce qui est non négociable. Vous voyez, pouvoir un peu se poser, puis parfois se poser à deux, c'est normal de tâtonner, c'est normal de mettre les choses en place, mais pour ça, il faut accepter que ben voilà, on va grandir avec nos enfants. C'est vraiment ce qui va se passer. On va grandir avec eux. Donc, je vous invite à aller revoir les extraits ou le webinaire sur l'autorité parce que ça fait partie aussi des axes. Et puis, de bien entendre aussi que c'est ce qu'on voit dans les ateliers, en tant que parent, on a deux fonctions. Et c'est ça qui rend les choses compliquées. On est à la fois papa et maman, et puis on est aussi père et mère. Alors, papa et maman, c'est le maternage, c'est le paternage, c'est quand on est dans, pas l'amour, hein, parce que l'amour, c'est partout, mais c'est quand on est dans le plaisir, dans le soin, dans la rigolade, etc. Ça, c'est être papa-maman. Avec les jeunes enfants, on est beaucoup papa-maman. Et puis, au fur et à mesure, on devient aussi beaucoup père-mère, parce que père-mère, c'est le côté éducatif. C'est le côté donner des règles, donner des normes. Voilà, alors c'est un côté très important, c'est un côté qui peut être aussi très épanouissant, mais c'est un côté qui peut être un peu moins fun. Et être parent, c'est jongler entre ces deux casquettes. C'est parfois être maman et puis parfois être mère, parfois redevenir papa, etc., etc. Avec les jeunes enfants, je l'ai dit, on est beaucoup papa-maman. Alors, c'est bien parce que ça amène beaucoup de choses quand même d'être papa-maman. Je vous disais, c'est notamment les jeux, les câlins, donc ça fait du bien. Quand nos enfants deviennent ados, on a tendance à être beaucoup père-mère et donc on perd le côté papa-maman. Et c'est dommage parce que c'est ce qui finit par nous manquer.
Et un ado, je l'ai mis à l'écran, mais un ado, ça a encore besoin d'un papa et d'une maman. Et on a besoin de moments où on va encore être là-dedans. Alors, ça veut dire quand même quelque chose. Ça veut dire, dans ces moments-là, pas de sujet qui fâche. On ne parle pas des devoirs. On ne parle pas de la chambre qui n'est pas rangée. On ne parle pas du bac. On ne parle pas de tout ça. On est juste dans le plaisir d'être ensemble. Et si c'est pour qu'ils nous montrent ce qu'ils aiment sur les réseaux sociaux, même si on trouve ça débile, eh bien, on ne le dit pas parce qu'on est dans un moment papa-maman. Et ça aussi, c'est un moment ressource. Vous voyez, on a besoin évidemment de moments où ça fait du bien d'être parent, où on se dit waouh, ça m'amène quand même quelque chose. Et c'est normal que nous ayons besoin que ça nous amène quelque chose. Et puis, ça va être ma conclusion, et j'aime toujours finir ce webinaire en ayant cette magnifique photo de Francine Laverne. C'était une amie thérapeute qui est malheureusement décédée il y a déjà quelques années, qui était maman et grand-mère et qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. Et il y a deux grandes phrases de Francine qui me restent et qui m'accompagnent tous les jours. Alors elle le disait avec son accent québécois. Elle disait d'abord, Nadège, il faut choisir ses batailles. Voilà, tu ne pourras pas tout faire, tu changeras de bataille, voilà, mais il y a des moments, il faut savoir rester sur tes objectifs, pas tes exigences, sur tes objectifs, et il faut accepter de lâcher certaines batailles. Ça, c'était sa première phrase. Puis la deuxième grande phrase, qui était vraiment très importante, qu'elle m'a appris, elle m'a dit, à un moment, il faut aussi choisir de est-ce qu'on veut avoir raison ou est-ce qu'on veut être heureux. On peut chercher à avoir raison vis-à-vis de son conjoint, vis-à-vis de son ado. On peut évidemment mettre beaucoup d'énergie pour montrer que c'est nous qui avons raison, c'est nous qui faisons bien les choses, c'est nous qui savons, mais à quel prix? À quel prix pour la relation? À quel prix pour notre équilibre mental? À quel prix pour notre bonheur? Et donc, il y a des fois, il vaut mieux perdre, entre guillemets, pour gagner. Pour gagner quoi? Pour gagner la relation, pour gagner le lien. Et ça, je crois que c'est vraiment une des grandes, grandes phrases que m'a amené Francine, de me dire, mais voilà, n'oublie pas que être parent, parfois, oui, c'est donner l'impression à ton ado qu'il a eu le dernier mot. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave parce que d'abord, peut-être qu'il a besoin d'avoir le dernier mot à ce moment-là. Et puis, c'est peut-être pas si important que ça, et ça va sauver le lien, ou alors avec ton conjoint, ça va sauver la relation, et ça, c'est un élément important. Donc voilà, je voulais vraiment partager ces deux phrases avec vous avant de répondre à vos questions, parce que ces deux phrases, elles m'ont vraiment aidé à garder le cap. Et j'en ai encore besoin aujourd'hui. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question qui est arrivée. Est-ce qu'on peut partager nos faiblesses avec nos ados, dire je suis pas en forme, je suis pas bien, ou au contraire garder l'image d'un parent fort? Moi, je crois que c'est très important à un moment de pouvoir créer de l'empathie avec nos ados. Alors, par contre, il faut savoir, un ado, naturellement, c'est pas très empathique avec son parent. C'est très empathique avec ses copains, ça c'est normal, mais avec son parent, pas trop. Mais lui apprendre, alors, partager nos moments de faiblesse, oui, mais pas pour le manipuler, on est bien d'accord, et pas pour euh, lui dire, tu comprends, quelque part, tu n'as pas le droit de m'attaquer ou tu n'as pas le droit d'être méchant avec moi. Non, c'est pas ça l'objectif, mais lui dire sans pathos, hein, voilà, sans lui dire à un moment, écoute là, ce soir, moi j'ai eu une mauvaise journée, j'ai géré ça, ça et ça, j'ai pas d'énergie. J'ai pas d'énergie pour ça. Comme toi, ça t'arrive. Eh bien, voilà. Donc ce soir, je suis pas disponible. S'il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une urgence, ok. Mais s'il n'y a pas d'urgence, on verra ça demain. Donc vous voyez, en mode empathique, en mode voilà. Mais l'ado, l'image du parent fort qui n'est pas fort, ça, il supporte pas l'ado, parce que
il a l'impression qu'on lui vend une marchandise qui n'est pas la bonne. Donc, et d'ailleurs, c'est souvent là où il risque de venir inconsciemment attaquer beaucoup plus, venir pousser le parent vraiment, vraiment dans ses limites pour vraiment voir si le parent est aussi fort qu'il le dit. Donc, ce rôle-là du parent fort, il faut vraiment s'en méfier. Et je crois qu'en plus, l'ado, il a besoin, vous savez, l'ado, il est en train de se projeter dans sa vie d'adulte. Hein. Ça y est, il commence à se dire, c'est quoi un adulte? Est-ce que ça vaut la peine de devenir un adulte? Et moi, quel genre d'adulte je vais devenir? Donc, être capable de lui dire, bah, tu sais, un adulte, il y a des moments fun, et lui montrer, et ça aussi, je crois que c'est important. Il y a des moments où être un adulte, c'est revenir en enfance, c'est s'autoriser aussi certaines choses. Et puis, bah, c'est des moments aussi de doute, de difficulté, comme toi, tu le vis. Voilà, parce que c'est ça aussi, je crois, qui est important pour l'ado, c'est qu'il puisse lui aussi partager ses moments de doute. Donc, moi, je crois qu'il faut partager avec nos ados nos coups de fatigue, nos coups de gueule, nos moins bien. Bien sûr, pas pour qu'ils deviennent nos médicaments. Hein, c'est pas nos médicaments, c'est pas nos thérapeutes, c'est pas nos. Voilà, quand on a besoin d'aide, on se tourne vers d'autres adultes, mais pour provoquer de l'empathie pour eux et pour leur montrer aussi que euh, leur avis compte et qu'un jour, de toute façon, on va être parents d'adultes et un jour, on va aussi les traiter comme des adultes et d'égal à égal, j'ai envie de dire, d'adulte à adulte en tout cas. Donc ça, moi, je pense que c'est important et souvent, ça rassure l'ado d'avoir un parent honnête. Parce que c'est ça, hein, c'est de l'honnêteté sur ce que le parent est en train de vivre. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions ou remarques ou besoin de précision? Et si on ne sait pas comment agir ou quoi dire dans certaines situations, on peut dire enfin, qu'en fait, on ne sait pas répondre à tout, quoi. Mais bien sûr, on peut, et c'est Et même est-ce très bien. qu'on, dans ce cas-là, on emmène à aller voir enfin, quelqu'un d'autre côté psycho ou de dire Alors, ça peut être un bon relais, ça peut être un bon relais, je ne vais pas vous dire le contraire, mais on peut aussi avoir dans son propre cercle parfois aussi des gens qui sont des ressources. Euh, vous voyez, par exemple, on peut avoir des oncles, des tantes, des parrains, des marraines, des amis proches qui peuvent aussi être une ressource. Et parfois, on n'y pense pas non plus. Donc ça peut aussi. Et je crois que c'est important de pouvoir dire, écoute, moi, je ne peux pas te répondre, ou alors j'ai besoin de temps, ou pour moi, c'est trop compliqué, parce que je suis peut-être impliquée aussi. Hein, je pense notamment aux maladies, au deuil, à des choses comme ça. Mais j'en ai parlé. Voilà, je sais que ton oncle serait disponible, je sais que ta marraine est OK. Voilà, passer le relais, c'est faire preuve de maturité. Et souvent aussi, ça rassure l'enfant et l'adolescent parce qu'il comprend qu'il y a un ensemble d'adultes autour de lui, qu'il n'est pas tout seul et qu'il n'y a pas que lui et son parent, parce que ça peut être très angoissant parfois pour l'ado ou l'enfant de se dire, mais mon Dieu, s'il n'y a plus mon parent, il n'y a plus personne. Donc c'est bien aussi de montrer à l'enfant qu'il y a d'autres ressources. Et puis que nous, on n'a pas toujours les réponses. Hein. Alors après, si, ça peut être bien aussi, mais j'ai envie de dire, faut peut-être pas que ce soit le premier réflexe. Le premier réflexe, ça peut être le premier cercle. Est-ce qu'il y a éventuellement autres questions ou remarques?
enfin, si on sent qu'il y a un sujet important et que l'enfant répond: «Je n'ai pas» enfin, l'ado répond: «Je n'ai pas envie d'en parler avec toi» ou «Je n'ai pas envie d'en parler», qu'est-ce que enfin, moi, ça me démunit ça. Alors, en tant que parent, il faut accepter au moment de l'adolescence qu'on peut être mis à distance. D'accord? C'est pas une question d'amour, hein. Vraiment, c'est pas une question d'amour et il faut pas en faire une question d'amour, c'est une question d'intimité, c'est une question, parfois aussi de protection, hein, l'ado peut avoir besoin de se protéger ou de protéger le parent, par rapport à certaines choses. Donc et c'est aussi, reconnaître, le droit à l'ado d'aller chercher d'autres référents. Donc s'il dit: «Ben, j'ai pas envie d'en parler avec toi», c'est d'accepter ça, c'est de dire: «OK, tu veux pas en parler avec moi, mais est-ce qu'il y a un adulte autour de toi avec qui tu peux en parler et un adulte de confiance?» Parce que alors là, l'ado risque de dire: «Bah non, j'en parle avec mes copains». Alors bon, copain, copine, c'est bien, mais il faut quand même un adulte en cas de sécurité. Donc lui dire: «Est-ce qu'il y a un adulte qui peut avec qui tu peux en parler?» Si c'est le cas et si c'est un adulte de confiance, ben, j'ai envie de dire, il faut faire confiance. Si c'est pas le cas ou si on a peur que ce soit pas le cas, on peut éventuellement, dire à l'ado: «Beh, moi par contre, j'ai besoin de te savoir en sécurité. J'ai besoin d'être sûr que tu vas bien, hein, voilà, c'est mon rôle de parent d'être sûr que tu vas bien. Donc moi, j'aurais besoin que nous allions en parler éventuellement avec un professionnel. Toi, tu ne seras pas obligé de parler, mais j'ai besoin que tu sois là pour entendre ce que je vais dire, parce que je ne veux pas parler derrière ton dos. Mais voilà, et généralement, si la personne plutôt le professionnel fait plutôt bien son travail, et si l'ado est prêt, bah, généralement l'ado se confie et reste et parfois, oui, a besoin d'un professionnel, parce que pas parce que le professionnel est meilleur que le parent, c'est parce que, on va être honnête, le professionnel, il n'y a pas d'enjeu affectif. Donc c'est beaucoup plus facile, de raconter quelque chose, de se livrer, d'avoir des réponses et puis le professionnel, ben, le jour où on n'en a plus besoin, on n'en a plus besoin. Et les ados d'aujourd'hui sont super dans ce sens-là parce qu'ils ont, je pense, pour beaucoup d'entre eux, ils ont très bien compris à quoi ça sert un psy. Ils ont bien compris que ça sert à passer des étapes, qu'il faut l'utiliser. Et honnêtement, on sert à ça. On sert vraiment à être utilisé. Donc voilà, faut peut-être pas hésiter non plus à proposer, si vous avez peur qu'il n'y ait pas d'adulte de confiance autour de lui, ou d'elle, hein, évidemment, de dire: «Ben, moi par contre, OK, tu veux pas me le dire, OK, mais j'ai besoin d'être sûr qu'il y a un adulte, autour de toi». Bon, alors écoutez, s'il n'y a pas de dernière question, nous allons vous envoyer par email un document, un PDF, qui donne accès à un Padlet. Je vais, vous montrer très rapidement à quoi cela ressemble. Dans, ce Padlet, vous verrez, j'ai mis un certain nombre de ressources pour vous permettre, d'aller plus loin, de peut-être, retrouver des éléments, sur, l'épuisement parental, de peut-être, aussi, hein, je le conçois, pouvoir, partager avec, un conjoint, avec, d'autres parents, et cetera et cetera. Donc voilà, ce Padlet, il faut que vous sachiez que je le nourris encore régulièrement. Je rajoute des éléments, donc n'hésitez pas à revenir dessus. Vous voyez, j'ai mis une application que j'aime beaucoup qui s'appelle l'application Dr Mood et puis surtout un site internet qui vous permet éventuellement de faire un petit bilan sur est-ce que vous êtes en épuisement parental ou pas. J'ai mis des dispositifs qui travaillent autour de l'épuisement. J'ai mis quelques vidéos aussi pour de témoignages et puis des romans, des livres, et puis aussi des choses un peu drôles sur la parentalité, sur tout ça, parce que
parce que ça fait du bien d'en rire quand même. Donc voilà, vous retrouverez tout ça. Vous allez aussi avoir le lien avec le webinaire de ce soir. Donc tout ça va vous être envoyé par email pour vous permettre de trouver des ressources et d'aller plus loin si nécessaire. Voilà par rapport à ce webinaire. Je ne sais pas si Dominique est encore présent pour un petit mot de fin. Je suis encore là, mais écoute, je pense que je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on t'entend très Bon. bien. Très bien. Voilà, bah, écoute, merci beaucoup pour cet échange. Donc, comme vous l'a dit Nadège, il y aura un replay, il y aura ce Padlet, et puis on est en train de mettre en place, vous allez voir avec les modifications qui vont être mises en place pour la rentrée prochaine, un espace sur le site web Parents. Donc sur le site des SIS Paris-Ouest, mais un accès parent, vous allez avoir un mot de passe spécifique pour chacun. Vous pourrez accéder à tout ce matériel, à ce replay, etc. aussi l'an prochain, et on va mettre des liens vers tout ça, et voilà. Donc c'est des choses que l'on est en train de mettre en place. Ça mettra sûrement quelques temps, mais on va essayer de commencer par les dernières et petit à petit les alimenter. Donc ça, ce sera fait pour, je pense, septembre, octobre prochain. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Nadège. Merci à tous de votre Merci. présence Un et grand bonne soirée. merci. Très bonne soirée et prenez soin de vous. Hein. Petit pas par petit pas, mais prenez soin de vous. Vous êtes les membres les plus importants de la famille. J'insiste, hein, quand les parents vont bien, les enfants suivent. Donc voilà. Et puis, à bientôt pour d'autres échanges et un grand merci pour votre présence ce soir. Bonsoir.